nous allons parler des marges de manœuvre dont nous disposons réellement pour transformer le système dominant. Alors, si la technique est prête pour la rediffusion, donc on y va avec le Rwanda. Alors, c'est une information portée par le site Mediapart qui confirme le rôle scélérat, disons le mot, de la France à l'occasion du génocide qui s'est perpétué au Rwanda. Et qui confirme parce que à cette époque-là, à l'époque du génocide, sur nos ondes radio interactives, alternatives plutôt, nous dénoncions déjà le rôle déterminant de la France dans ce génocide qui avait armé, aidé, soutenu le régime dictatorial qui avait été renversé à l'époque, mais également qui avait soutenu discrètement les génocidaires. Et ce fameux télégramme que produit Mediapart montre que les autorités françaises ont donné des consignes pour permettre aux responsables du génocide de s'échapper, de partir et d'éviter donc d'être arrêtés. Alors, c'est en juillet 1994 que les autorités françaises donnent mandat à leurs représentants sur place, l'ambassadeur qui s'appelle Yannick Girard, donc qui représentait le Quai d'Orsay au Rwanda, pour dire laissez-les partir en clair. Et il faut rappeler quand même que ce génocide trouve son origine dans des actions qui ont commencé après un attentat qui a coûté la vie au président dictateur Habyarimana le 6 avril 1994. Ce dictateur était au Rwanda, donc était soutenu par la France et en particulier par François Mitterrand, qui était son ami personnel, qui offrait des bouquets de fleurs à son épouse. On a des commentaires sur les relations des différents présidents français avec les épouses des chefs d'État de la France-Afrique, pour aller vite. Mais bref, pour revenir à l'essentiel, quand cet attentat a eu lieu, des génocidaires ont pris prétexte pour déclencher leur offensive. Alors, il faut dire qu'il y avait des exilés rwandais qui, sous la conduite de Paul Kagame, l'actuel président, étaient organisés et menaient une lutte armée contre cette dictature et qui avaient déclenché une offensive pour libérer leur pays. Mais ces génocidaires ont été directement encadrés par des Européens. Il faut rappeler que ce sont des Belges, des industriels belges qui ont envoyé des conteneurs de machettes et d'armes pour que ces génocidaires perpétuent leurs crimes. Il faut le rappeler. Il n'y a pas d'enquête internationale sur cette affaire-là. Il n'y a pas de responsables qui sont poursuivis alors qu'ils sont connus, qui sont identifiés. Mais on a parlé de la Belgique, mais la France a envoyé son armée, ça s'appelait l'opération Turquoise, dans le fameux contexte de ce qu'ils avaient inventé pour maintenir leur domination, les opérations militaro-humanitaires. Au nom de l'humanitaire, on va intervenir militairement. Mais n'empêche que ce génocide a causé la mort de 800 000 personnes au minimum reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Et qui étaient ces gens? On a souvent dit c'est une guerre ethnique Tutsi contre Hutu. Non, il s'agit de génocidaires fascistes soutenus par des impérialistes occidentaux qui s'attaquaient, bien entendu, à la minorité Tutsi, mais également aux Hutus progressistes, aux Hutus antifascistes.
Donc, c'était plus une action de domination impérialiste et de classe au sein du Rwanda qui se cachait derrière ce génocide de masse. Alors, l'ambassadeur dont on a parlé, Yannick Girard, interroge le gouvernement français à un moment où les génocidaires sont venus se réfugier dans la zone directement contrôlée par les Français. Ils appelaient ça la zone humanitaire sûre. Et donc, ils demandent aux autorités françaises qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et on lui répond, donc tout à fait officiellement, vous pouvez utiliser tous les canaux indirects et notamment vos contacts africains en ne vous exposant pas directement afin de transmettre à ces autorités notre souhait qu'elles quittent la zone humanitaire sûre. Donc les responsables du génocide, on va leur dire non, vous ne pouvez pas partir. Et c'est un télégramme confidentiel diplomatique daté du 15 juillet 1994 qui donne ces instructions. Alors que l'ambassadeur en place attire l'attention sur la responsabilité de ces génocidaires et qui disent le moins qu'on puisse faire, c'est de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence surveillée. Le Quai d'Orsay, qui à l'époque était dirigé par Alain Juppé, a décidé autrement. Non, laissez-les partir. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu des révélations. Et puis parce qu'en définitive, c'était une façon indirecte, comme l'adjectif a été utilisé, pour que l'élimination des opposants à la France, et notamment du Front patriotique rwandais, puisse être en position de faiblesse et qu'il puisse disposer de la carte de ces génocidaires qu'il mettait en sécurité, qu'il permettait de se mettre en sécurité. Donc, rappelons que ça se passe sous l'égide du président Mitterrand. Et donc, cette information a été donnée, révélée par Mediapart. On sait qu'il y a un site d'investigation. On en a parlé. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers lecteurs, combien de temps les médias français ont-ils consacré à cette information qui est de la plus haute importance? Quel engagement a-t-on entendu dire pour la recherche des responsables, l'ouverture de procès devant la Cour pénale internationale? Qu'est-ce qu'on a entendu dire comme réaction? Non, on a dit pour qu'on ne dise pas qu'on n'a pas dit, mais l'affaire a été passée sous le boisseau. Et puis on dit oui, mais le gouvernement a annoncé qu'il va ouvrir des archives. Tout ça, c'est du baratin. On va essayer de faire du dilatoire. Quand on entend ça, est-ce qu'on ne confirme pas la vérité que tous ceux qui disent que la France, c'est le pays des droits de l'homme, sont des aliénés ou des ignorants de l'histoire? Les gens qui continuent à dire que ce pays, dans lequel, pendant toute l'histoire, ont été massacrés des ouvriers grévistes, ont été exilés des communards, ont été massacrés des milliers de gens dans les colonies, comment peut-on continuer à développer cette hérésie qui prétend que la France, c'est le pays des droits de l'homme? Le Rwanda, c'est hier. On parle de 1994. On parle de 800 000 personnes massacrées. Et puis voilà, vive la France. Vive le bleu, blanc, rouge. Vive la France. Nous n'allons pas rester plus longtemps sur cette affaire-là. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je veux parler du deuxième thème qui concerne la Kanaki. Parce que les choses évoluent. Alors vous savez qu'après toutes les luttes menées par le peuple kanak, un soutien international assez conséquent qu'il avait reçu à cet égard, et puis des incidents violents qui avaient été faits dans ce pays après l'intervention des armées françaises, et morts de part et d'autre, etc. Vous savez qu'il avait été décidé de l'accord de Nouméa qui essayait de programmer une résolution pacifique à ce problème. Alors, il était prévu l'organisation
de 3 référendums d'autodétermination, le dernier étant prévu en 2022, et pour dire si le peuple kanak accède à l'indépendance ou pas, s'il accepte d'accéder à l'indépendance. Alors le premier référendum a vu la victoire des partisans du rattachement à la France, 56,7% de oui pour le maintien au rattachement. Le deuxième référendum, qui a eu lieu en octobre 2020, a eu également pour résultat la victoire de ces gens-là, mais des partisans du rattachement, mais avec 53,3%, le pourcentage descendait déjà. Et tout le monde prévoit que le troisième pourrait voir un renversement de tendance. Alors là, il ne s'agit pas de démocratie, il ne s'agit pas de consultation d'un peuple pour sa volonté d'être indépendant ou pas. Il s'agit d'une manœuvre de l'État français pour maintenir sa domination sur la Kanaki, puisque les listes électorales sont truquées, qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu des manœuvres pour permettre que des gens qui n'ont pas de centre d'intérêt ou qui sont arrivés dans les 10 ans sur le territoire puissent participer à la place ou aux côtés du peuple kanak. Ce n'est pas un véritable référendum d'autodétermination, parce que si on consulte le peuple, il s'agit bien du peuple vernaculaire, du peuple premier, et éventuellement des arrivants de longue date qui ont réellement des centres d'intérêt et depuis des décennies, mais des gens qui sont venus, des colons français qui sont venus acheter des terrains ou faire des résidences, ne peuvent pas parler au nom du peuple kanak. Bref, n'empêche qu'ils avaient obtenu un oui au rattachement, un non à l'indépendance. Sauf que depuis que ce deuxième référendum s'est développé, la France voit le danger venir et a essayé de dépouiller le peuple kanak des outils qui lui permettraient de développer son pays. Alors c'est l'affaire des mines qui a éclaté, où la France soutenait un projet pour essayer de contrôler par multinationales interposées les richesses minières de Kanaki, alors que les indépendantistes voulaient un projet dans lequel les autorités de la place et avec des accords d'autres partenaires puissent être maîtres de la destinée du pays, en tout cas de ce secteur de l'économie. Ça a conduit à des événements, des affrontements. Donc le gouvernement français qui craint l'évolution et le résultat du troisième référendum a essayé d'attaquer sur ce front-là. Alors il essaie d'attaquer également sur la question de ceux qui peuvent voter, et puis de la propagande, de distribution de subsides pour essayer de fausser le résultat. Sauf que le peuple kanak ne fait pas marche arrière, et les récents événements concernant la présidence de l'Assemblée territoriale lui donnent raison, puisque pour la première fois depuis les accords de Nouméa, on trouve les indépendantistes majoritaires dans l'organe de décision, dans l'organe exécutif de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, Kanak, disons. Et sur 11 membres, ils en ont 6. Et on a constaté que pour avoir cette majorité, ils ont eu le soutien d'un parti qui jusque-là n'était pas particulièrement favorable à la dynamique indépendantiste, mais qui vraisemblablement a tiré les leçons de la situation et a bien compris qu'il faut jouer sur un autre terrain. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le peuple kanak et qui le met en bonne position pour préparer le troisième référendum, mais c'est également
une information qui doit attirer notre attention sur l'aiguisement des contradictions entre l'impérialisme français et les colonies dont il dispose dans le reste du monde. Et on doit s'attendre à un renforcement de la fascisation, de la désinformation venant de ce pays. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse, un saut plutôt en Guadeloupe, avec cette ignominie qui s'est produite la semaine dernière. Luc Renette, dirigeant indépendantiste reconnu, figure du monde anticolonialiste, est convoqué pour avoir écrit en 2020 un appel à la jeunesse guadeloupéenne et qui prône de chasser le colonialisme, de prendre le destin en main. Au nom de quoi? En l'accusant de haine contre une communauté en fonction de son origine. On voit bien qu'il s'agit d'une manœuvre pour essayer de décapiter les velléités d'indépendance du peuple guadeloupéen. Cela évidemment échouera parce qu'il y a une mobilisation du peuple guadeloupéen et tous demandent que ce procès soit tenu pour acculer les colonialistes français. Donc voilà ce que je voulais dire pour la Kanaki avec un petit saut sur la Guadeloupe. Alors, le troisième élément que je voulais aborder concerne l'arrestation d'un rappeur espagnol, catalan plutôt, en Espagne. Alors, il s'appelle Pablo Hasél, c'est un rappeur très connu, et qui avait fait un certain nombre de clips et publié un certain nombre de tweets qui attaquaient, d'une part, la monarchie espagnole et d'autre part, la police, avec des termes évidemment crus, puisqu'il parle des policiers de merde, des mercenaires de merde, hein, et donc qui appellent à la résistance. On peut ne pas être d'accord avec le langage mercenaire de merde, etc. Mais on doit s'interdire de condamner un rappeur quand par ailleurs on tolère toutes sortes d'insultes. Ce sont les mêmes gens qui défendent la liberté de Charlie Hebdo de désigner, de dessiner le Dieu des musulmans, les fesses en l'air, de lui attribuer toutes sortes de qualificatifs au nom de la liberté d'expression. Ce sont ces mêmes personnes-là qui acceptent qu'on donne 9 ans de prison, 9 mois de prison ferme à quelqu'un qui a écrit cela. C'est un rappeur. Il y a différents niveaux de langage. On peut dire, bon, d'après son éducation, d'après son formatage, dire, bon, c'est pas poli, il aurait dû dire ça autrement, etc. Mais quand on pousse dans les médias alternatifs à la vulgarité, à n'importe quoi, quand on prive les gens d'éducation, d'instruction, qu'on accentue les clivages, il faut qu'on arrête de jouer aux donneurs de leçons et aux juges moraux pour dire que la société produit toutes sortes de formes de contestation et de langage. Mais ce qui est important, c'est le contenu de ce que dit ce rappeur. Quand il parle de mercenaire de merde, pourquoi lui interdirait-on la rage de le dire ainsi? Quand en Catalogne, il a vu les policiers matraquer des vieilles personnes, des enfants, des femmes au sang, parce que ces gens-là allaient voter dans un régime, dans un référendum d'autodétermination. Alors qu'on arrête les hypocrisies moralistes et qu'on se dise, le vrai problème, c'est qu'en Espagne, il y a, non pas dictature, mais démocratie plutôt, mais une dictature de fait. Alors les journalistes qui rendent compte des émeutes, ça fait 5 nuits qu'il y a des affrontements, il y a eu des commissariats attaqués, il y a eu une trentaine de blessés, dont 11 agents de la police, il y a eu des centaines d'arrestations. Quand les journalistes parlent de ça, ils montrent les affrontements, mais ils ne posent pas le fond du problème. Pourquoi ne disent-ils pas que ce rappeur, comme tout être moderne et démocrate responsable,
a tout à fait le droit de critiquer la monarchie. Quand les révolutionnaires bourgeois en France, les pères des républicains d'aujourd'hui, faisaient des caricatures sur le roi, coupaient la tête de Louis XVI, et attendez, c'est la monarchie qu'ils attaquaient parce que c'est un régime immonde. Ce type de monarchie est un régime immonde. Qu'un bonhomme fasse un tweet pour attaquer la monarchie, on accepte qu'il soit condamné à 9 mois de prison ferme. Et puis, on passe son temps à dire que Navalny a eu raison de dire dans son procès au juge, allez apprendre le droit, vous ne connaissez rien, qu'il a le droit de dénoncer. On voit bien qu'il y a instrumentalisation de l'information. Mais en tout cas, ça nous montre qu'on parlait de Kanaki, que la domination coloniale concerne les pays occupés par les puissances européennes, mais concerne aussi la domination de régimes sur des provinces qui luttent pour leur autodétermination en Europe même. Et donc, la Catalogne, c'est un exemple particulièrement démonstratif. Alors, n'empêche que ça ne passe pas, parce que, y compris dans des partis membres de la coalition qui gouverne en Espagne, Podemos, pour ne pas nommer, qui est en alliance avec le Parti socialiste, y compris donc dans ce gouvernement, mais dans les milieux intellectuels, il y a une levée de bouclier pour défendre la liberté d'expression, et c'est ce que Pablo Hasél représente aujourd'hui. Il y a eu 200 personnalités du monde culturel hispanophone, dont le réalisateur très connu Pedro Almodóvar, des acteurs aussi connus, Xavier Bardem, etc., donc qui ont signé une tribune pour exiger la liberté et pour défendre le droit à l'expression de ce rapport. Donc, voilà ce que je voulais dire. Alors, je veux quand même ajouter, quand j'ai parlé de mercenaires de merde, la différence de langage des journalistes dans les médias occidentaux par rapport à ce qui se fait au Venezuela. Parce que quand les bandes subversives de Guaido avaient comme forme de lutte d'envoyer des sachets d'excréments sur les policiers bolivariens, les journalistes ricanaient. Ils ne dénonçaient pas, ils ricanaient. Ah, ils ont trouvé une forme. Pour dénoncer le régime Maduro, ils envoyaient des sacs d'excréments. C'est quoi ça? Alors, quand un rappeur tweet sur des policiers, des mercenaires de merde, c'est plus grave que cela. Donc, on voit bien qu'il y a partialité des journalistes. Et l'autre élément que je voulais dire, c'est qu'ils sont tellement conscients que leur affaire est boiteuse que maintenant, ils ne parlent plus d'insultes envers la police. Depuis 2 jours, ils prétendent que c'est parce qu'il a fait de l'apologie du terrorisme qu'il fait les 9 mois de prison. On ne parle plus d'insultes, d'ailleurs on n'a jamais cité lesquelles, mais on parle d'apologie du terrorisme. Nous mettons en défi ces journalistes occidentaux qui le disent de citer la phrase qui ferait apologie du terrorisme. Mais dans l'opinion publique, ça va faire mieux passer l'acceptation de la condamnation du rappeur si on dit qu'il faisait l'apologie du terrorisme. Et ce qui nous amène à la fameuse question de l'islamophobie et de cette ministre de la Recherche de l'enseignement supérieur en France qui demande un rapport pour organiser la lutte contre l'islamo-gauchisme en France. Ces bonhommes-là développent l'islamophobie, instrumentalisent le terrorisme pour criminaliser l'islam, et quand il y a des forces progressives qui dénoncent ça, on leur a trouvé un nom, ce sont des islamo-gauchistes. Donc ils sont aussi dangereux que les terroristes islamistes. Donc il faut les nettoyer parce que écoutez ce que dit la ministre, leurs propos empêchent à ceux qui ne sont pas islamo-gauchistes de travailler librement. Alors ça fait une levier de bouclier, les gens n'acceptent pas ça et beaucoup demandent la démission de cette fameuse ministre
Ces trois informations nous montrent quoi? Que nous sommes en plein dans la guerre idéologique, dans la guerre de l'information et dans l'aiguisement des contradictions entre les classes dominantes, notamment les impérialistes, les gouvernements impérialistes qui représentent les multinationales et les peuples qui veulent s'exprimer, qui veulent vivre. Cela va nous amener, après une petite pause de quelques secondes musicales, à la partie déconstruction. Voilà, alors, dans l'émission de dimanche dernier, nous avons montré comment l'évolution des sociétés, leur naissance, leur évolution et leur déclin des systèmes politiques et économiques obéissent à des lois objectives qu'il nous faut connaître scientifiquement pour comprendre comment agir sur la société. Nous avons montré aussi que le désir subjectif d'un individu ne suffit absolument pas à transformer cette réalité et à faire que telle société s'installe ou disparaisse. Et nous avons montré qu'il fallait que notre action s'inscrive dans la connaissance de ces lois-là pour que nous contribuions à l'évolution des choses, de même que le corps humain, en se développant, obéit à des lois. Quand il est affecté par des maladies ou des insuffisances, peuvent intervenir des connaissances scientifiques qui permettent de donner tel médicament ou de protéger l'organisme en évitant certaines attaques, etc. C'est ainsi qu'il nous faut concevoir le rôle de chacun dans la société, dans notre façon de connaître le corps sur lequel nous voulons intervenir et savoir quel médicament pourrait permettre d'accélérer un développement ou de freiner la maladie. Ça vient, disons, à un deuxième niveau dans le développement de la chose. Alors, la question qui se pose, parce qu'il ne faut pas, quand nous avons dit que l'individu ne peut pas magiquement changer la société, il ne faudrait pas qu'on croit, bon, ben c'est fini, on n'a pas, mais c'est comme ça, ben il a fait, on ne peut pas, c'est la loi du développement. Non, il faut comprendre qu'on peut agir. Et ce qui retient notre attention, c'est les marges de manœuvre dont nous disposons réellement pour transformer la société, le système dominant notamment. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie, pour empêcher un certain nombre de maladies ou de catastrophes et pour contribuer à l'avancement révolutionnaire qui va conduire à la disparition du système qui a fait son temps et au développement du système alternatif. Alors, à ce niveau-là, il faut distinguer deux plans. Le plan de l'action individuelle, la personne, moi en tant que moi, qu'est-ce que je peux faire pour porter ma contribution, et le domaine collectif, organisé. Comment de façon organisée on peut accélérer les choses. En ce qui concerne le niveau individuel, ce n'est pas forcément de façon consciente que l'action peut être révolutionnaire ou positive. Il y a des gens qui ont une action qui est révolutionnaire sans avoir totalement conscience des lois de développement de la société, des conditions d'organisation politique. Mais par leur idéologie, par leur être, leur façon de concevoir la vie, ont une pratique qui transforme la vie. Il y a des gens qui sont dans le domaine caritatif, dans le domaine écologique, etc. Ils sont conscients des difficultés. Ils voient, moi, il faut que je fasse ça. Je modifie ma façon de vivre, ma façon de consommer. Ce n'est pas forcément lié à un projet politique. Mais les millions de gens qui réagissent individuellement comme ça contribuent au changement de la société, contribuent à faire reculer le système impérialiste et naître un système plus humain, sans en être conscient forcément. Alors, parfois, certains
sont conscients, parce qu'ils analysent, ils connaissent les lois, ils réfléchissent, l'ultralibéralisme, le capitalisme, et individuellement, ils peuvent aussi agir comme ceux qui n'ont pas de projet politique pour changer leur mode de consommation, pour avoir des relations cordiales, correctes dans leur entourage. Et c'est important, cela fait partie du changement révolutionnaire. Il y a des gens arrogants et prétentieux qui croient que parce qu'ils se disent révolutionnaires ou qu'ils sont dans un parti qui se dit révolutionnaire, il ne leur revient qu'à eux de dire ce qui est bien, de faire ce qui est bien, de donner des injonctions. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le peuple, les masses qui éteignent petit à petit des idées nouvelles, même sans projet politique, en modifiant leur comportement, font avancer les choses. Alors ça, c'est important. Alors ceci dit, quand on n'agit pas seulement individuellement, mais qu'on connaît les règles de développement de la société, on sait bien que si on est organisé, on est plus puissant pour agir sur la réalité. Que si on est organisé, on est mieux armé pour comprendre, échanger, se former et de façon à choisir les bonnes façons d'intervenir pour changer le système. Mais l'appartenance au parti politique ou à l'organisation politique n'est pas déterminante. C'est si on est dans une organisation politique, pas seulement politique d'ailleurs, écologique, caritative, humanitaire, etc. Et puis qu'on a un projet clair, évidemment, on sera plus efficient, on sera plus efficace dans la transformation de notre réalité. Mais je disais que ce n'est pas le fait d'être dans un parti politique, encore faut-il savoir lequel, parce qu'un parti politique, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de personnes qui se détournent des partis politiques parce qu'ils ont en référence les partis politiques essentiellement bourgeois, en tout cas qui participent au jeu électoral à l'alternance avec une même idéologie disant c'est nous qui pouvons, mettez-nous au pouvoir, balayer les autres et nous allons améliorer. Et comme ils ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire, il y a des échecs, ce qui normalement va conduire la masse des populations à dire tous ces politiciens, ces mêmes bagailles-là, bon, à nous tirer comme nous. Mais c'est peut-être ne pas bien assimiler ce qu'est un parti politique. Alors, c'est vrai, la majorité a le comportement que nous venons de décrire. Mais pourquoi? Parce que le parti politique, c'est une création de la bourgeoisie occidentale. Avant les révolutions bourgeoises en Europe, 1789 et avant, les partis politiques tels que nous les connaissons n'existaient pas à l'échelle de l'humanité. Les hommes étaient organisés différemment pour défendre leurs intérêts. La bourgeoisie a développé le concept de parti politique parce que ça correspondait aux idées de l'époque et à ses intérêts pour pouvoir centraliser des idées et des hommes capables de combattre le système précédent, les institutions précédentes. Et cette forme-là a perduré et s'est épandue avec l'hégémonie colonialiste occidentale dans le monde. Alors, beaucoup de gens ne savent pas d'où viennent les idées, les conceptions de droite et de gauche. Voilà, le piège peut être démasqué là. Parce que ce qu'on appelait droite et gauche en France, quand naissent les institutions bourgeoises, c'était les partis politiques qui étaient assis à la droite du président, et ceux qui étaient à gauche, c'était les partis qui étaient assis à la gauche du président. Montagnard, Girondin, etc. Donc on a pris l'habitude de dire ceux de gauche, ceux de droite. Mais dès le départ, ce sont deux fractions de la bourgeoisie. La droite voulant aller plus vite, plus fermement, plus radicalement, et puis la gauche disant, bon, il faut caresser dans le sens du poil, mais les deux défendent les intérêts de la bourgeoisie. Et puis,
l'idée de gauche et de droite a été répandue, pour ne pas dire galvaudée, mais les partis politiques qui naissent dans cet environnement-là sont des partis qui répondent à l'idéologie des classes dominantes, à la conception de la démocratie occidentale et qui n'ont rien à voir avec l'histoire humaine de la structuration des gens qui défendent leurs intérêts. Et nous avons à repenser cette question des institutions. Tout cela pour dire que nous ne devons pas faire de fixation sur l'histoire de partis politiques, mais nous devons dire que dans le monde actuel, c'est eux qui se battent pour le pouvoir, ce sont des instruments. Donc, je ne choisis pas un parti politique au hasard, je vais choisir une organisation politique qui a un projet alternatif. Donc, si quelqu'un ne veut pas entrer dans un parti politique dans l'état actuel de la situation, il n'y a aucune sorte de complexe ou de culpabilisation à avoir sur ça. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait en fonction d'un projet alternatif commun pour transformer la société. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que ce que je vais faire correspond à l'intérêt du plus grand nombre, à la disparition du système qui a fait son temps et à la préparation du système qui arrive. C'est là que se pose la question des idéologies. Vous savez que la bourgeoisie, quand elle a vu que les peuples commençaient à se révolter en Amérique contre les dictatures, et puis qu'on parlait de socialisme, etc., qu'on a vu que ce qui s'était passé en Union soviétique n'était qu'une expérience avec ses échecs, ses apports correspondant à une situation historique donnée et à un espace culturel donné. Quand la bourgeoisie, quand les impérialistes se sont rendus compte que les peuples mûrissaient théoriquement et que les nouvelles idées s'imposaient, on a développé la fable que les idéologies sont dépassées. Ah, monsieur, c'est idéologique à faire, etc. Mais allons vers les dictionnaires pour voir ce qu'on appelle une idéologie. Une idéologie, c'est un ensemble d'idées, de concepts qui fondent la façon dont je vais interpréter le monde, donc, qui vont me servir de support pour regarder, analyser et interpréter le monde. Alors, en quelles conditions on peut dire que les idéologies vont disparaître, n'ont pas existé, etc. Mais un être humain sans idéologie, c'est un être humain sans cervelle, sans culture, sans projet politique. Il nous faut tous avoir une idéologie, mais il faut que cette idéologie-là ne soit pas une idéologie subie par la propagande des idées dominantes menées par ceux qui maintiennent le système réactionnaire. Il nous faut nous consolider dans l'idéologie alternative qui nous est nécessaire pour apprendre à analyser le monde, pour avoir des concepts et des bonnes idées qui sont positives. L'écologie fait partie d'une nouvelle idéologie humaine qui doit conduire notre action. Le collectif, le partage, l'équité, la justice, tout cela font partie de l'idéologie nécessaire au développement humain. Pendant qu'ils nous disent qu'il n'y a plus d'idéologie, l'idéologie ultralibérale, capitaliste, raciste, suprématiste n'a jamais été aussi prégnante ni assez offensive. Donc il nous faut comprendre que je sois individuellement dans un parti ou pas, ou dans un parti, la première chose à faire, c'est de consolider nos bases idéologiques pour apprendre à analyser la situation, nous former pour déconstruire les idées fausses. Par exemple, la pensée dominante, l'homme est mauvais par nature. Vous pouvez faire sauler. Ah, mais non, c'est une idéologie raciste, suprémaciste, de division, inculquée parce que tous les hommes, sans exception, tous les hommes, toutes les femmes, sans exception, sont issus du même moule. Je cite Montaigne, même s'il a dit des choses réactionnaires, qui dit que, déjà à son époque, disait que chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Ça veut dire que ce soit nos parcours d'éducation,
nos rapports à l'environnement qui nous forgent indépendamment de notre être personnel. Et l'être humain peut être bon, il peut être mauvais, suivant le parcours qu'il a suivi. Alors il nous faudrait nous débarrasser de ces fausses idées des impérialistes occidentaux, de la culture bourgeoise occidentale, qui nous amène à juger sur la base d'un manichéisme judéo-chrétien, c'est bien, c'est mal, il est méchant, il est bon, il est gentil, il est méchant. Non, sur qu'est-ce qui fait que cet homme-là a tel comportement? Pourquoi y a-t-il plus de délinquance dans des quartiers pauvres? Ce n'est pas parce que les habitants des quartiers pauvres sont plus voyous, plus inhumains que les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, parce qu'ils se battent pour survivre, parce qu'ils sont désespérés par une société injuste et qu'ils n'ont pas de projet politique qui les motive. Et on voit que dans beaucoup de pays, quand les couches les plus défavorisées s'arrachent à la pauvreté, ben, elles produisent ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. Donc il nous faut arriver à dire, ça fait, nous, sous les derniers temps, que les religieux au service des capitalistes, tous ne le sont pas, viennent développer pour nous décourager de l'action. Nous pas sous pièce ces derniers temps. Nous, à sous des temps très difficiles, et nous ferons en sorte que nous ne sommes pas sur les derniers temps si nous mobilisons nos énergies pour combattre le système prédateur, le système destructeur, mortifère qui nous est imposé. Donc, il nous faut nous débarrasser de cela et comprendre que notre action doit être une action réfléchie, s'appuyant sur une idéologie alternative, humaine, débarrassée de toute aliénation. La première chose à comprendre, nous, là, aujourd'hui, l'épidémie du coronavirus nous l'a rappelé de façon flagrante. Tous les êtres humains de la planète font partie du même corps. On ne peut pas avoir résolution de problème pour une partie de la planète sans que les autres ne le soient pas. Les virus qui ont circulé, on peut faire confinement, tout ça, les virus qui ont circulé, ils ont frappé tout le monde, quelle que soit condition sociale, quelle que soit race, quelle que soit nationalité. Et face à ces pandémies qui seront de plus en plus nombreuses, fréquentes et difficiles à combattre, il n'y a qu'une solution. C'est qu'on pense globalement à la situation et qu'on cherche des solutions qui assurent que tout le monde monte ensemble. Donc, la première idée que je veux dire, c'est que même si j'agis individuellement, même si je ne suis pas dans un parti, ou si je suis dans un parti, je dois avoir conscience qu'il me faut me former, comprendre les choses, les écosystèmes, les relations internationales, pour voir à mon niveau qu'est-ce que je dois faire qui soit vraiment efficace. Et souvent, on n'est pas conscient de la puissance d'action que chacun de nous a en soi, parce qu'on est prisonnier des buts idéologiques, les harangues idéologiques, communistes, socialistes, capitalistes. Non, il faut qu'on comprenne que ce sont des choses objectives. Et il ne faut pas croire, si on a étudié du point de vue marxiste le développement des sociétés, qu'il y aura un jour où moi je verrai, bon, j'ai bien milité, et puis on arrive, les problèmes sont réglés. Non, les choses se développent par bon. Quand les conditions objectives et subjectives sont suffisamment réunies, rien ne peut arrêter l'instauration de nouveaux systèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on attend l'instauration de ce nouveau système pour croire qu'on a réussi ou bien qu'il est utile d'agir ou pas. Hein? Et ça, cette idée mystique nous empêche de voir les transformations qui se font autour de nous et dont nous pouvons être l'auteur. Quand moi, individu, j'agis correctement dans ma famille, dans mon activité professionnelle, dans mon quartier, je transforme le monde. Parce que je casse les rapports individualistes de compétition de la jungle du système capitaliste et j'instaure de nouveaux systèmes. Et vous verrez bien, tous ceux qui agissent dans cet esprit-là voient que autour d'eux, ils arrivent à fédérer. Des fois, on se dit, mais Poutine, il sait bien, puis tout le monde. Poutine, madame bien, puis tout le monde.
C'est parce que lui agit de façon humaine avec les autres. Donc les autres qui ont besoin d'humanité se retrouvent en lui. Et même si par ailleurs ils ont des chimekouchis, il y a un espace de vie alternative qui se crée. Donc je transforme la réalité, le système déjà par ma façon d'agir avec les autres, par ma façon de résoudre les contradictions. Si j'ai compris que les travers que tel ou tel individu puisse avoir et conséquences des travers de la pression sociale, de l'absence d'éducation, je comprendrai que en faisant ce qu'il faut pour montrer une alternative, pour construire des rapports alternatifs, je peux changer les choses. Alors, on voit que c'est tout simple. La première action révolutionnaire, c'est d'agir individuellement de façon correcte. Et c'est de transformer ses propres comportements, parce qu'on est, vous connaissez, on juge, on voit la paille dans les yeux des autres et pas la poutre qu'on a. C'est dans la façon de vivre, tout simplement. Comment vais-je consommer? En modifiant ma façon de consommer, je suis révolutionnaire. Parce que j'arrête les déchets qui tuent la planète, je contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et ses catastrophes, je contribue à développer une bonne santé, parce qu'une bonne alimentation, c'est moins de cancer, c'est moins de... etc. En changeant mon comportement vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la consommation, je contribue. C'est ça être révolutionnaire. C'est pas mettre un treillis et puis dire ouais, on oublie les... Non, c'est pas vrai, c'est du baraté. Enfin, on avait parlé de la rébellion l'autre fois. Et donc, c'est déjà changé son comportement dans sa famille. Comment je résous les contradictions avec mes enfants difficiles, avec mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce par la lutte acharnée ou bien par la compréhension, par l'explication, par la recherche des causes de la contradiction? Cartier, pareil. Quel type de relation j'entretiens avec mes voisins, etc. Il ne faut pas sous-estimer, ce n'est pas simplement une question de politesse, de bienséance, c'est une condition pour changer les relations humaines et les relations qui fondent la base de la société. Donc, ça c'est Cartier dans mon pays. Alors là, je retourne à la question de l'organisation. Il faut que je comprenne que ce sera plus efficace, plus efficient pour moi si je suis organisé dans un groupe qui réfléchit sérieusement aux moyens de la transformation, qui répartit le travail, qui construit le rapport de force, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face, nous avons des ennemis puissamment organisés, armés, disposant de moyens de pression sur l'opinion, etc. Et que les actions individuelles, même si globalement à l'échelle de l'humanité contribuent à la transformation sociale, c'est le travail organisé qui permet de construire le rapport de force, de mieux cibler les actions et les objectifs, et donc qui permettront d'avancer vers la voie de la transformation. Et je répète en disant que cela ne doit pas nous donner l'illusion qu'on verra forcément tout le résultat. C'est faire moque d'humilité que de croire que l'histoire humaine se résume aux dizaines d'années de ma présence sur Terre. Par contre, savoir que pendant ma présence, j'ai contribué à faire les choses avancer, j'ai contribué à assainir les relations, à faire comprendre, et c'est cela que nous allons qualifier de révolutionnaire. Alors, quand on aura choisi cette voie de la réflexion et de l'action collective, on verra qu'on pourra être débarrassé d'un tas de pièges, et puis qu'on sera plus pragmatique. Hein? Donc, je ne vais pas être plus long sur cette affaire-là parce qu'on va l'aborder dans la dernière partie des constructions que j'ai prévues pour dimanche prochain. Je m'arrêterai là en annonçant justement ce thème. Quel projet pouvons-nous construire ensemble
pour la Martinique, notre pays? Quel rôle individuellement pouvons-nous jouer dans le développement de notre société pour l'émancipation du peuple martiniquais? Et qu'est-ce que la Martinique, en tant que nation, a apporté à l'humanité globalement pour avancer dans la voie de la transformation révolutionnaire? Alors voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Et dans quelques instants, Thierry va nous parler de la situation en Martinique. Jason